Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le Blabla F1 pour reviendre sur le Grand Prix de Bahreïn 2020 remporté par Lewis Hamilton pour changer devant Max Verstappen et Alexander Albon. J'ai toujours un petit peu de mal pour réussir à comprendre le dégoût qu'il peut exister concernant les Grands Prix à Bahreïn. Je suis d'accord, c'est pas la venue la plus idyllique de l'année parce que on est littéralement dans un désert en pleine nuit avec des lumières dégueulasses. Et c'est certes pas le circuit le plus impressionnant du monde, mais j'ai l'impression que chaque édition propose son lot de stratégies différentes et de dépassements, et 2020 n'a pas fait exception, même si force est d'admettre que j'ai eu beaucoup de mal à réussir à apprécier pleinement ce Grand Prix après le premier tour, mais bon, je pense pas que j'ai été le seul. Au drapeau à damier, c'est une 95e victoire pour Lewis. Merci aux journalistes de me rappeler constamment le compte parce que ça change toutes les semaines et j'arrive pas à suivre. Mais encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur lui puisque il rend une copie impeccable, 20 sur 20, qu'est-ce qu'on peut dire honnêtement. Et pour changer, Valtteri Bottas a subi toute la malchance du monde avec une crevaison au premier tour. Ce pilote est un aimant à débris, j'ai pas d'autre explication, il arrête pas d'en choper à tous les grands prix. Je pense qu'on pourrait même faire un top 10 des débris qui ont ruiné la course de Bottas. Suite à cela, il a dû faire la chose la plus difficile qui soit pour lui au volant de sa modeste Mercedes, à savoir remonter dans le peloton et gérer l'usure de ses pneumatiques en souffrant pas mal sur les pneus durs avant de passer en médium et terminer 8ème entre les Renault. Alors beaucoup ont constaté que Mercedes n'a changé que 3 de ses 4 pneus lors de son dernier arrêt. Et s'il faudra attendre une explication de Mercedes pour savoir pourquoi ils ont fait ça, je rappelle juste que c'est parfaitement autorisé depuis 2018. Les seules restrictions sur les changements pneumatiques sont les suivantes. Il est interdit de mélanger différents composés de pneus, donc c'est-à-dire que on ne peut pas avoir à la fois des pneus rouges, jaunes, tout ça. Et c'est aussi interdit de placer une roue ailleurs qu'à son emplacement défini, ce que les équipes faisaient beaucoup au début de l'ère Pirelli parce qu'ils préféraient chausser des pneus usés et inverser leur position, et la FIA l'a rapidement interdit face au risque que cela comportait. Donc en gros, tant qu'un pneumatique est de la bonne gamme, donc là dans ce cas les médiums, et qu'il est placé à l'endroit qui lui est attribué, puisque chaque pneu est attribué à une place précise sur la voiture, ils peuvent mélanger les différents trains qu'ils veulent, quoi. Donc c'est pas illégal, c'est juste inhabituel. Mais au final, ce qui me déprime, c'est que Mercedes ne fait plus la course en 2020 depuis longtemps. Ils font plus de courses, eux, ils font des essais. Des essais pour 2021. Là, ils sont en mode essai privé de luxe chez Mercedes. Ils testent pour 2021, en fait. Ils testent en situation réelle, donc c'est ça qui me déprime. Comme pour Hamilton, j'ai très peu de choses à dire sur la course de Verstappen. Enfin, je sais pas ce qu'on peut lui reprocher honnêtement, à part un arrêt au stand trop long, qui est pas de sa faute, qui aurait éventuellement pu lui permettre d'essayer quelque chose. La Red Bull est juste trop loin simplement, mais j'ai déjà été surpris de les voir autant en forme sur ce circuit, parce que malgré tout, ils ont pas beaucoup réussi là-bas ces dernières années. C'est leur premier podium là-bas depuis 2013 et le premier double podium Red Bull depuis Japon 2017, mais je pense que c'est tout ce qu'on peut lire dans la 3ème place d'Alex Albon. Il a certes mené une course propre, mais il n'était qu'à 6 dixièmes de Max en qualification et à tout juste 40 petites secondes derrière lui avant que Max ne s'arrête une 3e fois et qu'ensuite il y a la safety car. Mais autant que j'ai envie de le voir réussir, j'ai un énorme sentiment de... c'est pas suffisant, quoi. Il a certes profité de l'abandon de Pérez, mais il a été là pour le récupérer, c'est ce qui compte vraiment, comme je le disais, pour son podium en Toscane. Au final, le résultat final est là, mais j'ai toujours un gros sentiment de pas suffisant, mais je vais expliquer pourquoi. Si j'exclus la Turquie, où la qualif était plutôt folle, il n'a pas été aussi loin de Max depuis la Russie, où il était à plus d'1 seconde, et avant cela, c'était l'Espagne, donc il était à pratiquement la 8-9 dixième. Et sur un autre circuit où les rivaux de Red Bull seraient moins loin, cette P4 en qualification en course, elle aurait pu se transformer en 8e ou 9e place. Alors qu'inversement, il a eu des week-ends où il était moins loin de Verstappen, je pense à Monza ou à Imola, mais où les autres équipes étaient bien moins loin des Red Bull qu'elles ne l'étaient à Bahreïn, et du coup, au lieu d'être 4e, Albon, il était perdu dans le milieu gris. Mais après une dure série depuis la Russie, le voilà enfin de retour en forme,
depuis la Turquie, donc sur ces 2 derniers Grands Prix, et j'espère qu'il pourra reprendre cette progression, continuer comme ça, parce que sur les 7 dernières courses, c'est effectivement 2 podiums Albon et un total de 7 points. Ce qui n'est pas très joyeux. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de résultats, c'est certes un de ses meilleurs de la saison, il égale son meilleur résultat, mais en termes de performance, j'ai l'impression que, un petit peu comme sur les premières courses, il est vraiment, vraiment très loin, ou trop loin. Mais c'est vraiment le ressenti que j'en ai eu tout le week-end. Parce que déjà que Perez n'arrivait pas à suivre le rythme de Verstappen, j'avais l'impression que Albon, il avait du mal à suivre le rythme de Perez. Et d'ailleurs, quel désastre chez Racing Point, qui profite au final à Albon en difficulté en qualification. Stroll a abandonné au second départ suite à un accrochage avec Kvyat, et Perez a démontré, à son plus grand regret, qu'un MGUK Mercedes peut aussi abandonner. Et quelle course il menait en route vers un second podium consécutif, et sachant que ça pourrait être une de ses dernières apparitions en F1, j'en suis encore plus attristé. Je sais pas quoi en penser honnêtement. Sur Sky Sport, on a vu Horner échanger quelques mots avec lui pour lui dire « Ah, je suis désolé, c'est dommage, tu faisais une belle course, tout ça ». Donc, tu vois, tu peux y lire ce que tu veux là-dedans. Et en même temps, Horner semble complètement soutenir Albon, tout ça, jusqu'à la fin de saison. Donc, au final, j'ai presque envie que cette situation se résolve en un bon vieux shootout à l'ancienne, c'est-à-dire 2 jours d'essai privés. Albon et Perez testent la voiture à tour de rôle, et celui qui va le plus vite, il gagne le volant. Bon, ça se fait plus trop aujourd'hui, malheureusement. La guerre Renault-McLaren était très intense avec un avantage en qualification pour Renault, mais l'avantage en course pour McLaren. C'est une habitude chez McLaren, j'ai l'impression d'être nulle part le samedi et de marquer de gros points le dimanche. Norris remonte de la 9e à la 4e place et Sainz de la 15e à la 5e. Course solide et discrète pour le petit Lando, alors que Sainz a régalé avec de nombreux dépassements et a fait marcher mieux que n'importe qui son relais en pneus soft, surmontant ce problème mécanique qu'il avait eu en qualification. McLaren reprend la 3e place au championnat, preuve que rien ne sera joué avant la dernière course. Tout est possible pour chacune des 3 équipes en lice, et c'est ce qui rend au final ce championnat constructeur un peu intéressant. 2 millièmes séparaient les Renault en qualification, mais en course, c'est toujours Ricciardo qui a l'avantage, quoique avec 2 stratégies différentes. Ocon s'est très souvent retrouvé devant son équipier, et on a sûrement trop tardé à chaque fois à imposer les consignes d'équipe pour lui demander de laisser passer Ricciardo, et c'est pas la première fois que ça arrive. J'ai l'impression qu'on a un petit peu gâché plus de points chez Renault. On a tenté de passer Ricciardo immédiatement en pneus durs et de laisser Ocon avec ses pneus médiums de la qualification, mais les deux sont restés relativement groupés et se sont retrouvés côte à côte une seconde fois après l'arrêt de Ricciardo. Donc c'est une nouvelle fois un peu brouillon chez Renault, je trouve, de ce côté-là, mais en même temps, je pense qu'il faudrait vraiment que Ocon reprenne du poil de la bête, même si, comme je l'avais déjà dit précédemment, je trouve qu'il y a beaucoup de mieux par rapport au début de la saison. Il faut se rappeler qu'il doit quand même servir de référence à l'équipe l'an prochain, donc c'est pour ça que je pense que là c'est le moment où il faut vraiment qu'il passe au niveau supérieur. Côté AlphaTauri, il y avait du bon, même si j'en attendais presque plus, mais sûrement parce que je suis juste trop exigeant. On a essayé de faire un seul arrêt avec Gasly, moins celui gratuit sous drapeau rouge au départ, et quelle belle 6e place pour lui, mais il fut sauvé par la safety car en fin de course parce qu'il perdait pratiquement 3 secondes au tour, et 2 boucles supplémentaires auraient pu lui coûter très cher. Dimanche gâché pour Daniel Kvyat qui aussi avait un très bon rythme tout au long du week-end, mais sa course fut ruinée suite à cet incident avec Stroll au départ qui lui a coûté 10 secondes de pénalité et 2 points sur son permis. Et honnêtement, je suis abasourdi par la violence de cette sanction, parce que oui, Kvyat, il a été carrément trop optimiste pour rester à l'intérieur sans chercher à plus s'affirmer face à Stroll au freinage. Stroll, il entrait dans le virage, Kvyat, il était un petit peu derrière, mais il allait pas trop chercher non plus. Donc oui, il a été trop optimiste de rester comme ça à l'intérieur. Mais d'un autre côté, on a 19 voitures regroupées pour un second départ, et la manière dont Stroll ouvre le virage et le referme juste derrière, ça me fait me poser la question, est-ce qu'il avait conscience qu'il y a à peu près 10 voitures derrière lui qui veulent le doubler, quoi? J'ai l'impression qu'il a pris son virage comme s'il y avait absolument personne et... Enfin, il sait ce que c'est un départ, quoi. Les pilotes, ils cherchent
le moindre millimètre de piste. Donc voilà, c'est ça que j'ai pas trop compris. Je ne dis pas que Stroll est responsable de son malheur, je ne dis pas non plus que Kvyat est innocent, juste que c'est pour moi un cas typique d'un accident du premier tour. Et au final, je me demande si Kvyat aurait eu la même sanction si leur touchette n'avait pas résulté en un tonneau, mais juste un tête-à-queue, et si évidemment il n'y avait pas eu la boucherie du premier tour juste avant. Parce que, en termes de manœuvre trop opportuniste au premier tour, je pense qu'on a vu bien pire que ça, quoi. C'est juste que ça a une mauvaise conséquence, mais j'ai du mal à me dire que ça mérite tout ça, quoi. Une forme de miracle, je ne sais pas venu d'où, permet à Leclerc de s'être battu pour les points, avant de chuter lentement dans le classement, mais pour se sauver avec le point de la 10e place. Bahreïn allait forcément être difficile pour les moteurs Ferrari, donc pas de grande surprise. Et c'est d'être trop opportuniste, justement, comme Kvyat, que Vettel reprochait à Leclerc au départ, au premier virage, parce qu'il a dû apparemment éviter un potentiel crash avec son équipier, évoquant le rappel de ce qui s'était passé en Autriche pour le Grand Prix de Styrie, ou l'inverse, je sais plus. Mais à part cela, Seb semble avoir été en difficulté sur tout le premier relais. La deuxième partie de la course allait un petit peu mieux, on l'a vu se battre avec les Alfa Romeo et Russell. Non mais vous savez, il y a une époque où c'était classe de se battre contre des Williams et des Alfa Romeo. Hein. Mais bon, t'inquiète pas mon petit Seb, plus que 2 semaines et ça ira mieux. Pour Williams, je retiens une incroyable amélioration par rapport à l'édition de 2019, parce que c'était vraiment sur cette épreuve qu'on constatait le désastre qu'était la Williams de l'an dernier. Mais avec une énième Q2 pour Russell cette saison, je trouve ça déjà incroyable, la progression et les performances de Russell. Williams souffre toujours sur les départs, Russell est tombé 18ème à l'envol et Latifi s'est complètement effondré aussi. Russell a réussi à terminer la course à une belle 12e place, de belles manœuvres défensives et de belles attaques, et j'ai l'impression que 12e c'est une de ses places préférées, et où il a réussi à contenir un de ses plus grands rivaux cette saison, donc la Ferrari de Vettel. Et pour ce qui est de Latifi, ça a été une course plutôt discrète, après on ne l'a pas beaucoup montré, mais au final il a jamais été très loin de Russell pendant toute la course, il a fini 14e, donc c'est 12e et 14e, mais j'ai envie de dire que c'est pas un mauvais week-end du tout pour les Williams. On a vu aussi une belle lutte entre les Alfa Romeo pendant la course, avantage Giovinazzi, mais on sait que Raikkonen il a eu des problèmes d'aileron avant pendant toute la course et perdu beaucoup de temps et de grip. Et Giovinazzi, il a perdu sa place face à Raikkonen en toute fin de course parce qu'on l'a arrêté au stand. Je pense qu'on s'est dit on n'a rien à perdre, on va essayer de lui mettre des gommes fraîches pour 2 tours de safety car, je sais pas, mais bon. Et pour ce qui est de Kevin Magnussen, il a perdu son aileron avant au restart et après ça a été une course très difficile pour Haas. C'est un peu une habitude au final dans cette voiture, mais ce week-end marquera certainement aussi bien l'équipe que l'histoire. Parce que je trouve même absurde que l'une de mes interrogations pour le prochain week-end, c'est de savoir comment ils vont faire pour avoir une seconde voiture de prête pour le Grand Prix de Sakhir, qui est dans 4 jours, et même pour Abu Dhabi la semaine d'après. Mais selon les annonces de ce matin, Pietro Fittipaldi, donc petit-fils du double champion du monde et 3e pilote de Haas, prendra la relève de Grosjean pour le Grand Prix de Sakhir. Et à la vue des événements, ça semble tellement anecdotique, mais du peu que je peux vous dire, cette décision me semble tomber sous le sens, même si j'ai jamais rien vu de particulièrement éclatant de Fittipaldi. Il est dans l'équipe depuis maintenant 2 ans, on sait à quel point cette équipe est minuscule, quoi, et chaque membre de cette équipe a une part importante. Pietro, c'est un pilote extrêmement sympathique, qui est copain avec tout le monde. Au moins, il aura l'avantage d'être un petit peu dans son élément dans cette équipe, même si, son plus gros souci, ça va être la voiture, parce qu'il manque beaucoup de roulage. Quand il se produit des drames en Formule 1, c'est très souvent à cause d'une suite d'événements tellement improbables qu'on a du mal à croire que ça ait simplement pu arriver, et cet incident de Romain Grosjean ne fait pas exception. Quelles sont les probabilités pour qu'un pilote aille percuter un rail de sécurité à cet endroit de la piste, avec une telle violence qui va séparer la voiture, répandre de l'essence et faire exploser
la batterie ou je sais même plus quoi, et que la voiture aille s'encastrer ensuite dans le rail, que le pilote s'extrait lui-même de la voiture après un impact à plus de 53 G, je crois, en survivant pratiquement 30 secondes dans la voiture et en ressortant avec seulement quelques brûlures mineures aux mains, aux chevilles, une côte cassée et aussi le plus grave de tout ça, sa chaussure qu'il a perdue en s'extrayant de la voiture. Alors non, je dis pas que j'ai envie d'avoir les mains brûlées, une côte cassée ou de perdre ma chaussure, mais face à la boucherie que cet accident est, c'est pratiquement ridicule, quoi. Les conséquences, et c'est un vrai soulagement. Je pense pas qu'on ait vu de tels accidents dans l'histoire de la F1 moderne, encore moins en direct, et quand je parle de F1 moderne, je parle de 3 ou 4 décennies. C'était typiquement le genre d'horreur qu'on a pu voir dans les archives des années 60-70. La seule différence, c'est que là, c'est en Full HD et que le pilote, il sort tout seul de la voiture et pas dans plusieurs boîtes séparées. Et au final, il y a un vrai soulagement, mais en même temps, c'est un vrai choc de voir ce type d'accident de nos jours. À quand il faut remonter pour revoir des trucs comme ça? Honnêtement, j'ai Berger à Imola en 89 en tête. J'arrive pas à trouver plus récent en Formule 1, je veux dire, et en direct. Bon, j'ai été pas mal choqué par le Grand Prix de F2, l'accident qu'il y a eu entre Aitken et Giotto en Russie, et puis on a tous un petit peu Spa 2019 en tête, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une époque où c'était pas que dans Alerte Cobra que les voitures, elles explosaient dès qu'elles heurtaient un obstacle. Quoique non, Alerte Cobra, ça existait pas dans les années 70. Désolé pour la référence pourrie. Quoi qu'il en soit, ce fut une démonstration de l'efficacité des protocoles de sécurité que la FIA a mis en place au fil du temps et qui peuvent pratiquement sembler inutiles. Donc on en fait déjà beaucoup pour défendre le halo chaque fois qu'une occasion se présente, donc je vais pas insister plus dessus. Moi j'imagine que ça fait très longtemps qu'il a fini par être accepté ce machin, même si je préférerais toujours les Formule 1 qui n'en avaient pas d'un point de vue visuel. Je veux dire, avec ce qu'on a eu en 2018 entre Leclerc et Alonso, ce qu'on a eu déjà dans les années d'avant, ou même je repense aussi à Spa 2019 où il y a Sean Gelael qui a eu un halo en sale état, en passant à travers les débris du terrible crash. Pour moi, ça fait très longtemps que pratiquement plus personne le remet en question, ce machin. Donc sa présence couplée au reste de la cellule de la survie ont permis au châssis de la Haas de traverser le rail sans blesser le pilote, et c'est déjà un miracle en soi. Alors on a déjà vu dans l'époque moderne des pilotes sortir de terribles accidents, alors je pense à Kubica en 2007, à Weber en 2010, ou au choix de carrière de Fernando Alonso, mais aussi on a vu des pilotes sortir et survivre à des flammes sans trop de séquelles. Alors je pense justement à Berger en 89 ou à Verstappen en 94, mais la combinaison des deux est généralement peu rassurante. D'ailleurs, merci Karun Chandok pour cette anecdote. Depuis cette année 2020, les pilotes ont des combinaisons qui peuvent résister plus de 20 secondes au feu, contre 10 secondes pour avant, alors les gants c'est toujours 10 secondes. Les casques aussi qui permettent de protéger le pilote pendant quelques secondes contre les vapeurs toxiques qui se dégagent d'un feu, ce qui a permis à Romain de s'en sortir sans plus de dégâts sur l'organisme. J'aime pas trop évoquer cet événement en guise de comparaison parce que c'est un peu trop sensationnaliste à mon sens, mais pour le coup je pense que c'est pertinent parce que voir une F1 percuter de plein fouet un objet fixe pour le traverser après, ça m'a rappelé l'accident de Bianchi en octobre 2014. Et rien que ça, ça me fait que me conforter dans l'idée qu'en 6 ans, beaucoup de choses ont évolué pour le mieux et ça prouve que la Formule 1 ne cesse d'apprendre. Au final, le dernier élément de sécurité qui pourrait faire défaut sur les circuits, ce sont les lignes droites et toutes ces zones qui demandent à réunir un nombre de conditions improbables pour devenir dangereuses, comme c'était le cas de cette barrière. Je suis sûr que la FIA est déjà sur l'enquête, on en saura plus prochainement, dans les prochains mois, je ne sais pas, parce que comme je disais, la Formule 1 ne cesse d'apprendre, et généralement ce genre de leçons, on les retient plutôt bien. Hélas, je ne vois aucune pertinence dans le fait d'essayer de savoir si Grosjean est sorti à cause d'une crevaison, d'une perte de contrôle ou juste d'une grosse erreur de jugement. Donc je vais laisser la FIA éclaircir le rapport eux-mêmes
Et donc je serai malheureusement dans l'incapacité de me joindre aux internautes qui ont besoin de partager leur haine contre Grosjean. Mais les réseaux sociaux étant un monde merveilleux, j'ai même pu découvrir des médias qui avaient pour simple but d'existence ce type de propos. Donc je vous renvoie vers eux avec grand plaisir. Après tout, autant laisser les professionnels s'exprimer. Moi, je ne suis qu'un simple passionné amateur. Et je précise pour ceux qui écoutent uniquement en audio podcast que sur YouTube, normalement, j'ai dû faire un petit insert cocasse. Et pour conclure, j'aimerais peut-être rebondir... je rebondis. Bon, bref. Revenir sur les propos de Daniel Ricciardo qui a déclaré être dégoûté par la Formule 1 face à tous les replays qui ont été diffusés pendant le drapeau rouge. Et au final, je me range derrière lui parce que il a réussi à mettre des mots sur quelque chose que je n'arrivais pas à m'expliquer. Au final, ce qu'on aime dans le sport, ce sont les pilotes, la vitesse, le spectacle, les dépassements, tout ça, mais aussi ce côté vicieux et dangereux que le sport peut présenter. Et rejouer des images si spectaculaires, ça a un côté pratiquement cathartique et malsain à la fois, parce qu'on aime se choquer, se surprendre à voir ces images. Il y a qu'à voir la popularité de ce type de vidéos sur YouTube. Là, je parle des crashs en général, tout ça, tout ce qui est spectaculaire. Mais si on peut apprécier vraiment que la FOM ait attendu que Grosjean soit hors de danger avant de montrer quoi que ce soit, ça ils le font très bien depuis des années. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'inquiétant, ils ne montrent pas les images avant d'être sûr à 100% que tout va bien. On peut comprendre aussi qu'ils ont besoin de meubler le temps d'antenne, hein. Il y a eu 1h20 de drapeau rouge, je crois. Mais je pense pas que ce soit aussi utile d'insister à ce point sur tous les replays qu'on a joués. Alors c'est peut-être, j'ai peut-être eu l'impression qu'il y en a eu énormément, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression d'en avoir vu plein. Alors que derrière, il y a des personnes qui sont directement inquiétées par l'état de santé, aussi bien physique et psychologique que de leur père, mari, fils, idole ou je ne sais pas qui d'autre. Et le Grand Prix, il est pas terminé, quoi. Sans compter sur le fait que des familles d'autres pilotes ont aussi vite fait d'imaginer quelqu'un d'autre à la place de celui qui a eu l'accident et de s'imaginer qu'il ne ressorte pas de la voiture. C'est très très facile à faire quand on se sent concerné, ce genre de choses. Donc au final, si nous on est là pour voir du spectacle et que les accidents en font partie, je trouve un peu mal placé d'autant satisfaire le côté innocemment malsain du spectateur si ça peut impliquer de jouer avec les émotions des familles et des fans. Alors je dis pas que c'était le but de la F1, hein, et je trouve que c'est très bien qu'ils aient montré les images parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, mais c'est juste qu'on les a joués un petit peu en boucle, j'ai trouvé, et au final ce côté spectacle, tout ça, je me dis autant le garder pour l'après-course ou laisser Netflix s'en occuper, c'est leur boulot. Parce que nous, au final, on est là pour s'amuser devant une course automobile et pas pour s'inquiéter ou encore moins s'imaginer ce qui pourrait arriver aux autres pilotes lorsque la course reprendra, parce que on est quand même encore sous le coup de l'émotion, sous le choc. Et je doute que la voiture retournée de Lance Stroll, par exemple, qui a eu juste au restart, je pense qu'elle aurait fait un petit peu moins peur si on n'avait pas subi tout ça juste avant, quoi. Alors qu'on sait qu'il y a bien pire qu'une Formule 1 qui se retrouve à l'envers. Enfin, sauf pour le mec qui est dedans et qui cherche à sortir. Comme je le disais, il y a eu de belles choses en piste ce dimanche. Et si on a tous une sensibilité différente, faut pas l'oublier, il y en a certains qui auront certainement très bien réussi à s'en déconnecter, d'autres qui n'auront même pas réussi à regarder la course derrière, et d'autres qui, je pense, comme moi, n'auront pas été les seuls à avoir du mal à juste réussir à apprécier la course et avoir juste envie que ça se termine, en fait. Mais bon, je sais pas si j'ai bien réussi à exprimer ce que je cherchais à dire, mais c'est à peu près tout ce que j'avais à baratiner sur ce Grand Prix. C'est sûrement déjà trop, donc avant de vous quitter, je me dois une petite aparté hors du cadre de la review, parce que je sais que beaucoup se posent et poseront la question concernant le rebranding de la chaîne, enfin le changement de nom, de logo, tout ça. Le 20 novembre, j'ai reçu un mail de la FOM, la Formula One Management, pour me reprocher l'utilisation du terme F1 dans le nom de domaine du site blablaf1.fr que j'avais créé il y a quelques semaines. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que F1 est un nom déposé et qu'il est interdit de l'exploiter dans un nom de domaine. Alors je vais pas entrer dans les détails, mais étant donné que mon site est commercial, enfin c'est eux qui le disent, je dois cesser d'utiliser ce nom
toute trace du shop Blabla F1 qui existe, et tant qu'à faire, supprimer toutes les vidéos qui utilisent du contenu protégé par la FOM. En effet, étant donné que mes activités sont purement commerciales, je n'entre pas dans le cadre du fair use. Voyez comme j'exploite allègrement le nom de la F1, je me dégoûte. Cela se règle évidemment à l'amiable, puisqu'ils m'ont laissé un délai de 10 jours et qu'ils m'ont invité à m'aider en répondant à mes questions. Alors ça fait 11 jours que j'attends une réponse, mais je suis sûr que j'en saurai plus dans les prochains jours. J'en discute également avec un autre YouTuber anglophone qui a rencontré le même problème que moi, donc ça va, on va pouvoir trouver un moyen de s'entraider, tout ça, trouver des solutions. Mais puisque autant lui que moi doutons que ceux qui nous ont contactés savent comment fonctionne le bouton s'abonner de YouTube, je pense que vous n'avez rien à craindre pour votre page fan, votre compte Twitter ou... tant que derrière vous n'avez pas de site internet avec le nom F1, puisque c'est sur le nom de domaine qu'ils nous ont retrouvé. Mais le nom de l'émission du podcast, c'est toujours Blabla F1, parce que ça, c'est pas interdit. De même que de créer du contenu sur YouTube, c'est pas interdit, donc voilà. Et aussi vendre des trucs marrants, c'est pas interdit, puisque c'est un but parodique. Donc je me concentre sur le changement de nom. J'ai voulu garder le blabla parce que ça avait l'air de plaire globalement, même si je dois quotidiennement expliquer que c'est pas mon vrai prénom. Et pour trouver un autre nom, je me suis dit que vu que j'aimais manger et la Formule 1, j'allais vous servir une formule blabla. Ah, ça va, je me justifie comme je peux. Le problème majeur, c'est qu'entre devoir tout refaire en urgence et remettre l'intégralité de mon existence en question, j'ai pris pas mal de retard sur les derniers montages, donc tout ce qui est histoire sans fin, course de leur vie, tout ça, va falloir que je rattrape le retard, parce que la vidéo qui devait sortir le dimanche suivant le mail, et qui était ironiquement sur la FOM, est toujours en cours de travail, donc on va essayer de servir ça rapidement. De toute façon, on ne devrait pas trop s'ennuyer dans les prochains jours, puisqu'on a d'autres grands prix à venir. Et puis j'entrerai plus dans les détails si nécessaire à l'avenir, et si jamais vous voyez la chaîne disparaître, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà la plupart des émissions stockées sur un disque dur, et je les publierai à nouveau, sauf si évidemment la mafia m'a retrouvé et assassiné, ou que je suis en prison. Allez, je cesse ici, merci à tous encore de m'avoir supporté jusque-là, je m'arrête pour de bon, bisous.